Les mots, l'écriture sont au cœur de votre deuxième roman. C'est l'histoire de la lignée de 4 femmes libres, disons-le, qui traversent un immense territoire. Ça se passe en Algérie et en Tunisie. Ça commence en 1820 en Algérie. Qui est cette femme sans écriture, avant que je n'en dise plus sur le cœur de l'histoire? Je pense que c'est notre mère à tous. C'est la femme du commencement, c'est l'arrière-grand-mère de la mère de l'historien, mais je pense que c'est notre mère à tous, je pense que c'est notre patrie. Et cet historien, il est tunisien, il part vivre à Paris, elle décide d'écrire les mémoires de sa mère, qui elle est restée en Tunisie. Elle a peur que ce soit un récit qui trahisse sa vie, donc elle décide de lui écrire une lettre, une missive, pour le coup, disons-le, au vitriol. Pourquoi avoir voulu mettre cette lettre d'abord dans l'histoire? Parce que ce fils, il se manifeste après 15 ans d'absence. Ouais. Quand on oublie sa mère pendant 15 ans d'absence, on ne revient pas vers elle pour lui demander ses archives. On revient vers elle pour lui demander pardon. On revient vers elle pour la prendre dans ses bras, pour pleurer. Et donc, la mère décide justement de répondre. Et cette réponse... assez violente, assez juste, assez verticale, permet d'écarter à la fois le fils ingrat et permet aussi d'écarter l'historien, parce que l'historien est incapable de toute façon d'écrire l'histoire des femmes silencieuses. Vous imaginez un instant Fernand Braudel en train d'écrire l'histoire des femmes silencieuses de France. Ouais. Et on se rend compte que cette affaire, ces femmes, on peut les décrire, les peindre plutôt par la poésie et par la littérature, par le roman. En tout cas, ça nous amène très loin en arrière à Sihem, l'aïeul, une esclave affranchie qui fabrique un certain chasse-mouche, pas n'importe lequel, celui qui va servir à la gifle contre le consul de France, la mouche du Dey d'Alger. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet événement qui, dit-on, je dis bien dit-on, parce que dans votre roman, c'est pas si évident que ça, a fait basculer l'histoire? J'ai voulu commencer en 1810, d'ailleurs, elle est née en 1810, ouais. bien avant cet épisode, ouais. bien avant 1830, donc pour éviter justement la date de référence de la colonisation française de l'Algérie. J'ai voulu commencer par cet épisode du chasse-mouche. Nous sommes en avril 1827. Le Dey d'Alger s'entretenait avec le consul de France, Pierre de Val, à propos de la dette française, parce qu'en fait, la France devait de l'argent à l'époque à l'Algérie, parce que l'Algérie fournissait du blé pour nourrir l'immense armée napoléonienne. L'entretien se passe mal et le Dey d'Alger, il frappe le consul, mais il se rend compte, en fait, le consul saigne vraiment, il se rend compte que le chasse-mouche est trafiqué. Le chasse-mouche est trafiqué et le Dey décide donc d'envoyer ses hommes pour attraper, pour arrêter la femme qui... et c'est ça qui va donc conduire ces femmes à vivre ensuite un long mouvement. Exactement. Sachant que le chasse-mouche a quand même permis à cette femme d'être affranchie, parce que c'est une esclave en fait affranchie, et son acte d'affranchissement est une récompense en fait du Dey, parce que depuis que le Dey a entre ses mains ce chasse-mouche, il était tranquille, il n'y a plus de mouches qui tournent autour de lui, donc sa vie bascule à 2 moments. Mais le second moment, c'est quand le Dey envoie ses hommes pour l'arrêter. Là, elle prend la fuite, et donc à partir de ce moment-là, on la suit, traversant cet immense pays qui est l'Algérie, la Tunisie, en fait, qui est le Maghreb. Voilà. Parce que pour moi, c'est un seul pays, c'est un pays, c'est pas 2 pays. L'un des personnages principaux de votre roman est historien. Vous êtes historien, spécialiste de la Grèce antique. Qu'est-ce que ça apporte de relire cette page de l'histoire, ou en l'occurrence une autre? Vous citiez Clémenceau notamment, et donc du coup l'aspect romanesque des choses. Qu'est-ce que ça apporte de relire cette histoire de l'Algérie, de la Tunisie, par le prisme des pirateries et des temps barbaresques? Tout est dans la réaction. Oui, mais là, c'est réécrire plutôt l'histoire de cet immense pays par le point de vue des femmes, parce que... C'est surtout ça. Voilà, moi, mes 4 femmes, finalement, parce que je les ai désirées littérairement, et... La libération par le verbe. Oui, exactement, parce que ces femmes sont formidables, en fait. Chacune
a laissé une œuvre. La première a fondé la cité des femmes affranchies et autarciques de l'Est algérien. La deuxième a fondé l'auberge de la Tunisie, qui se réjouit et regarde vers l'ouest. La troisième, Zina, elle a enseigné aux enfants de la Montagne Blanche, dans le cadre de la mosquée. Et puis, la quatrième a fondé la Cité des femmes qui mangent leur verbe, avec un principe simple, enseigner aux filles.